Bonjour et bienvenue, vous écoutez À qui bat plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 48 et aujourd'hui nous allons parler de compulsion et d'addiction. Vous savez, ces comportements parfois irrépressibles dont nous avons du mal à nous défaire, comme accumuler des objets bien souvent inutiles chez soi, manger sans avoir faim car on ressent un besoin de se remplir, fumer cigarette sur cigarette pour calmer un stress ou une anxiété, ou encore travailler plus que de raison jusqu'à mettre à mal sa santé. Mon invité du jour, Sébastien Cazodor, est thérapeute psychobiologue à Montauban. Il accompagne au quotidien des personnes à comprendre d'où viennent leurs compulsions et addictions pour qu'elles s'en libèrent. Dans son nouvel ouvrage, Le pouvoir du non, maîtriser l'art du refus pour se libérer des addictions, il nous explique d'où viennent ces fameux comportements et nous donne des clés pour s'en libérer. On en discute tout de suite. Bonjour Sébastien. Bonjour Audrey. Alors je suis vraiment ravie de te recevoir à nouveau dans À qui bat plat podcast puisque tu étais déjà intervenu, alors c'était dans l'épisode 31 par rapport à ton livre sur les visions chamaniques. Ouais. Donc je vous invite à aller l'écouter ou à le redécouvrir. Je ne vais peut-être pas te représenter forcément puisqu'on l'a déjà fait la dernière fois, donc je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode 31. Mais juste un petit mot pour dire que voilà, tu es un ancien chaman et que tu es aujourd'hui psychobiologue. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cet ouvrage intitulé Le pouvoir du non, maîtriser l'art du refus pour se libérer des addictions? C'est déjà par rapport principalement à mon travail en psychobiologue. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est systématiquement de comprendre la dynamique qui existe en fait derrière la réalité qu'on se crée. C'est-à-dire que comprendre pourquoi est-ce que les gens en arrivent à souffrir. On constate assez rapidement qu'en fait, ce ne sont pas les événements ou les situations de vie ou ce que les autres font qui vont nous faire souffrir, mais c'est ce qu'on croit qui se passe dans nos vies qui finit par nous faire souffrir. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple simple, toutes les expériences qu'on a au travers de notre existence vont se répéter parfois, on va tirer des conclusions, on va enchaîner ces conclusions pour finir par créer des croyances. Que ce soit des croyances simples ou des croyances qui vont jusqu'à des raccourcis inconscients qui vont déterminer la manière dont nos comportements se construisent. Donc au final, ce qui va se passer, c'est que on n'a pas une réalité, on a quelque chose qu'on croit qui est notre réalité. Donc la réalité devient ce qu'on croit qu'elle est. C'est pas un peu tordu de le dire comme ça, mais c'est hyper important. Ce qui fait que ce qu'on va retrouver, moi ce que je retrouve dans mes accompagnements, principalement, pas encore jusqu'aux addictions, mais c'est systématiquement les compulsions. Et ça, c'est le truc clé, la compulsion. Pourquoi ? Parce que c'est systématiquement, ces croyances vont entraîner la création de comportements qu'on va conditionner pour les mettre en place. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de spécifique dans nos vies, on va réagir de telle ou telle manière en fonction de nos croyances. Si on croit que le résultat doit être de telle ou telle, exécuté de telle ou telle manière, donc on conditionne le comportement. Et systématiquement, il va arriver sans qu'on ait à réfléchir. Ça, c'est la définition de compulsion. Ça, c'est la définition de la compulsion. Ouais, d'une certaine manière, c'est une réaction conditionnée à un stimulus en particulier, que ce stimulus, ce soit une situation, une personne en particulier, quelque chose qu'on voit, qu'on sent, n'importe quoi. Et ça va déclencher un comportement qui lui sera spécifique aussi. C'est très pratique, ça permet au cerveau d'automatiser nos vies pour beaucoup de choses. C'est ce qui nous permet de conduire sans réfléchir, c'est ce qui nous permet de marcher, c'est ce qui nous permet tout ça. Le problème, c'est qu'on étend ça à absolument tout. Donc on sait par exemple que quand une personne dit quelque chose d'une certaine manière, on va déclencher telle émotion avec telle réaction. Et le conditionnement est conditionné, intégré, et une compulsion aura lieu, et on lance le conditionnement sans réfléchir. La problématique de ça, c'est qu'on a tendance à faire ce travail-là par rapport à des croyances et des conditionnements qui sont parfois très anciens. Et généralement qui sont liés
à des mémoires engrammées liées à des peurs, à des souffrances, à des blessures, à des incomplétudes, en gros à toutes nos casseroles qu'on a tendance un peu à traîner et qui font que et on va continuer à conditionner ces comportements et on va continuer à les répéter dans nos vies. Et finalement d'entretenir nos souffrances et nos problématiques. Donc c'est là où l'idée de compulsion est importante, c'est-à-dire que on ne se voit plus réagir, on ne fait plus attention à la manière dont on agit par conditionnement en fonction de réalités inconscientes, anciennes et parfois complètement obsolètes et liées à des souffrances qui datent même parfois de l'enfance ou ce genre de choses. Donc tant qu'on est coincé sur ces compulsions, on garde actif toutes ces choses-là et on entretient la souffrance dans nos vies, on entretient les répétitions, on entretient tout ce genre de choses. L'addiction en elle-même, c'est le prolongement des compulsions. C'est-à-dire que quand on n'arrive plus à gérer les compulsions au travers de ces comportements, parfois on va les cristalliser sur une addiction, c'est-à-dire sur un élément qui est extérieur à nous, qui, par exemple, l'addiction à quelque chose, que ce soit la cigarette, la nourriture, l'alcool, la drogue ou quoi que ce soit, ou même à des comportements d'accumulation, par exemple, sont mis en place en réaction à tout ça parce qu'on n'arrive plus à gérer au travers des comportements créés initialement. Donc on arrive dans un excès encore supplémentaire qui font que là ça devient une espèce de béquille qu'on va traîner systématiquement derrière nous et qui devient une addiction à laquelle on n'arrive plus à se séparer. Donc finalement l'addiction c'est un peu l'étape d'après de la compulsion. C'est exactement ça, ouais. C'est quand c'est poussé encore à l'extrême. Donc moi, systématiquement, je préfère travailler d'abord sur les compulsions, effectivement, définir les compulsions, comprendre où est-ce qu'elles, pour éviter que ça déborde après sur des addictions. Mais des addictions, effectivement, c'est très difficile à définir où commence l'addiction, où elle s'arrête. Enfin, si où elle s'arrête, on voit bien, mais où elle commence, est-ce qu'on n'est pas finalement avec des addictions à certains comportements sans même s'en rendre compte? Et donc c'est dans ton travail en tant que thérapeute que tu as pu justement observer ça et que tu accompagnes au quotidien des personnes qui souffrent de compulsions ou d'addictions. On souffre tous de nos compulsions. C'est ça le truc, c'est ça la problématique. Le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. On ne sait pas qu'on est compulsif, on ne sait pas que les comportements, on pense que c'est toujours systématiquement conscient. Il y a un phénomène qui est hyper intéressant en neurologie qu'on appelle le sens de l'agence. Le sens de l'agence, c'est ce qui fait que tu crois que tes décisions sont issues de ton libre arbitre et que tes comportements sont conscients. Tu as la sensation qu'ils sont conscients, même s'ils ne le sont pas. Parce que c'est plus simple pour le cerveau de fonctionner comme ça. Ça te permet d'avoir une attention focalisée sur quelque chose. Alors qu'en fait, tu es sur un conditionnement parfaitement installé. Tu as l'impression que tu conduis consciemment ta voiture. Alors que non. Et finalement, c'est ce qui est plus pratique aussi dans la vie. Beaucoup plus pratique. Mais si tu laisses ça s'étendre à absolument tout, c'est-à-dire que tu laisses ta vie en pilote automatique, même pour des choses qui peuvent te pourrir l'existence assez facilement. Et tu expliques très bien dans ton livre que notre réalité, finalement, c'est la somme de nos croyances et que nous sommes tous fous et qu'on cache cette folie, finalement, en étant actif, en faisant des choses, voilà, toute la journée, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette idée que tu as un petit peu développée là en introduction, mais est-ce que tu peux revenir dessus, nous expliquer finalement pourquoi on est tous fous? J'aime bien le dire qu'on est tous fous, ça met tout le monde un pied sur un pied d'égalité, et puis ça enlève une idée qu'on est tous normaux. Donc c'est beaucoup plus pratique. Oui, on est tous fous, pourquoi? Parce que les croyances et les conditionnements là qu'on met en place systématiquement par rapport à nos vieux dossiers, donc à nos souffrances qui sont parfois obsolètes ou ce genre de choses, ça n'existe que dans notre propre réalité. Ça n'existe nulle part ailleurs. La réalité, elle nous est propre puisqu'elle n'est que ce qu'on croit qu'elle est. Donc ça dépend uniquement de nos croyances. Et le pire, c'est qu'on n'a même pas conscience de ce que cette réalité est. C'est-à-dire qu'on continue de faire
système de pilotage automatique pour énormément de choses. Quelqu'un fait ça, on sait que sans réfléchir, on va se mettre en colère. Quelqu'un dit ça, ça nous blesse. Quelqu'un fait ça, on est triste. Quelqu'un fait ça, on est joyeux. Donc on est systématiquement en réponse à des stimulus, à des stimuli qui nous viennent sans qu'on remette quoi que ce soit en question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être en colère pour ça ? Non. Mais pourquoi je me mets en colère alors ? Pourquoi ? Parce que j'ai décidé un jour que ma règle, c'était ça, et que si on enfreignait cette règle, je ruerais dans les brancards et je ne serais pas content. Donc on se met en colère. On accepte le comportement et on accepte la réalité, même si elle n'existe que sur des croyances et sur des croyances qui sont obsolètes. Déjà, rien que ça, c'est une certaine dose de folie. Et on est fou vraiment parce qu'on agit, qu'on pense et qu'on croit aux choses uniquement en fonction de vieilles histoires qu'on s'est racontées à un moment donné. C'est-à-dire que ce qui nous est arrivé, on l'a vu par exemple quand ça s'est passé quand on avait 8-10 ans, ce qu'on croit qui nous est arrivé, on le fait en fonction de la croyance de quand on avait 8-10 ans. C'est-à-dire que c'est plus du tout le même. C'est-à-dire que ça nous arriverait aujourd'hui, on n'aurait plus la même croyance. Mais ça a été engrammé de cette manière-là. La croyance reste accrochée, la souffrance est accrochée avec, on la remet même pas en question et on continue avec. Donc, ouais, notre folie, elle consiste à croire à nos propres histoires, celles qu'on s'est racontées un jour, à nos propres constructions mentales, c'est-à-dire à nos propres identifications. C'est de dire, on nous a raconté étant enfant que on n'était pas assez bien, on n'était pas assez fort, on n'était pas assez quelque chose. Donc on grandit avec cette croyance qu'on n'est pas assez, donc on va tout faire pour essayer d'être assez. Et on va s'acheter une grosse voiture avec toutes les options et la plus chère du quartier pour donner l'impression qu'on est assez. Et donc on a une identification qui se pose sur une voiture. C'est de la folie. C'est de la folie. Se sentir plus important parce qu'on a un certain boulot, se sentir plus important parce qu'on a un gros compte en banque, se sentir plus aimé parce qu'on a certaines choses, c'est de la folie. Parce que ça ne tient pas à ça. Ça veut dire qu'on est en train d'essayer de faire ou d'avoir pour réussir à être. Et ça, c'est le plus grand piège qui soit. Et c'est aussi le reflet de notre société, quelque part. C'est aussi ce qu'on essaye de nous apprendre à faire dans la société. Si tu as et que tu fais, ça voudrait dire que tu pourras être. Et c'est prendre le problème à l'envers et se tirer une balle dans le pied dans le processus. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en étant qu'on peut savoir pourquoi on fait et ce qu'on doit avoir ou pas. Et ce qui peut être intéressant à avoir ou pas. Évidemment, on se doute bien que si on est dans la préoccupation de l'être, ben, on a moins besoin d'avoir. Et on n'a pas forcément besoin de faire. Donc c'est le truc qui est assez paradoxal dans la société dans laquelle on vit, c'est un peu une espèce d'évolution un peu à contre-courant, on va dire. Mais ouais, on est fou. Et quel est le lien que toi tu fais entre justement cette folie qu'on essaye de cacher en étant actif et les addictions ou les compulsions ? Alors avec la compulsion, encore une fois, c'est-à-dire que si dans notre construction mentale, dans notre réalité, dans toutes ces histoires qu'on raconte, on ne fait même pas attention à les remettre en question ou avoir une approche consciente de tout ça, on les laisse en pilote automatique encore une fois, on les laisse s'exprimer sans faire un check de quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on ne remet pas à plat les choses pour vérifier si c'est toujours d'actualité, si ça fonctionne toujours, si c'est toujours raisonnable. Est-ce que c'est raisonnable de se mettre en colère parce que quelqu'un nous a fait une queue de poisson ? Non, parce que vous êtes tout seul dans la voiture. Donc vous êtes en colère tout seul dans la voiture. Une personne est en colère toute seule dans sa voiture. Faut être cinglé. On se met en colère tout seul on insulte quelqu'un qui ne nous entend pas. Et est-ce que c'est vraiment raisonnable ? Parce qu'on pourrait se demander, est-ce que la personne l'a fait exprès contre vous ? Non, tu vois. Toi, quand tu prends ta voiture, si des fois, tu fais une queue de poisson. Tu t'en rends même pas compte, tu fais pas attention. Tu dis, non, je suis large, là, je suis large. Mais le problème, c'est que l'histoire que le mec il se raconte derrière, c'est qu'une queue de poisson, c'est minimum 50 mètres. Lui, il souffre en France. Si à Paris, peut-être qu'elle sur le périph', la règle, c'est pas 50 mètres, c'est 2 mètres. Donc la queue de poisson, elle est beaucoup plus courte. Ouais. Donc chacun ses règles, chacun ses compulsions, Et si on remet pas ça en question à un moment donné, ça devient difficile. Donc et effectivement, quand on laisse ces éléments actifs,
qui sont à la source d'une croyance qui peut induire éventuellement en souffrance et qu'on ne prend pas le temps de remettre en question. Donc les compulsions, les comportements conditionnés, tout ce qu'on a mis en place pour gérer nos parts de souffrance ou d'incomplétude, on les garde actifs et on les entretient. Donc elles prennent de plus en plus de place dans nos vies au fur et à mesure. Et ça, c'est source de souffrance, comme tu l'as expliqué. Et tu entretiens la souffrance et tu la réactives et tu la réactualises régulièrement. Une balle dans le pied. Pour avancer, c'est plus dur. Et finalement, la clé, donc c'est ce que tu dis dans ton ouvrage, la clé pour se débarrasser de nos compulsions, ça serait d'apprendre à dire non. Et notamment à tout ce qui n'est pas une action réfléchie. Est-ce que tu peux nous donner un exemple du non dans ces cas-là? Alors déjà, on va faire parce que le non, ce n'est pas. C'est-à-dire, c'est pas un refus, c'est pas un rejet. C'est-à-dire que c'est pas de dire non, je veux pas ça et on l'écarte directement. Non, non. L'idée ici, c'est on ne refuse pas quoi que ce soit. C'est d'être simplement dans une volonté de mettre un temps d'arrêt face à nos propres comportements, face à nos propres compulsions et à nos propres conditionnements. Quand on a une émotion qui arrive, c'est ça le truc étrange, c'est que comme on la ressent dans le corps, personne ne remet en question ses émotions. Il fait, mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis en colère, pourquoi? Je le sens bien là, je suis en colère, il a dit ça, il a fait ci, il a fait ça. Je fais, ok, est-ce que ça vaut la peine vraiment de te mettre en colère pour ça? C'est pas lui qui t'a mis en colère, c'est toi qui te mets en colère. L'autre, il n'a pas le pouvoir de te mettre en colère. Tu vois le truc? C'est-à-dire que si jamais tu as la colère qui vient, c'est ton problème. Oui, c'est l'idée qu'on n'est pas responsable des émotions des autres. Non, on n'est jamais responsable des émotions des autres. Et tu n'as pas le contrôle sur les émotions des autres. Donc on te dire qu'il m'a mis en colère, c'est jamais vrai. C'est jamais vrai. Effectivement, il a dit des trucs. Si tu penses que c'est vrai, ça va te mettre en colère parce que ça vient taper sur quelque chose qui fait mal. Ouais. Donc tu te mets en colère par réaction de défense, par réaction de cette blessure que tu ressens à un moment donné. Donc tu essayes de faire quelque chose pour constructif. Le truc intéressant, si on prend juste une seconde en disant j'ai la colère qui monte et on prend juste ce moment de non en disant non. Pourquoi est-ce que je suis en train de me mettre en colère? Est-ce que ce qu'il dit, je pense que c'est vrai? Oui, donc c'est mon problème. C'est mon problème. C'est-à-dire qu'il est en train de mettre le doigt sur quelque chose qui me gêne. Est-ce que ça ne vaudrait pas plus la peine que je me mette cette énergie à réfléchir 2 secondes à pourquoi est-ce que je me dévalorise par rapport à quoi que ce soit et que je me rends atteignable et que je me rends vulnérable par rapport à ça? La colère tombe direct. Mais ça suppose déjà de pouvoir prendre suffisamment de recul pour s'en rendre compte. Ouais, le travail avec le pouvoir du non, et c'est ce que je disais dans le livre régulièrement, c'est qu'au début, on se laisse embarquer par nos compulsions. Parce que c'est des automatismes, c'est des conditionnements, on ne fait pas attention. Donc, effectivement, au début, ça peut venir 1 heure après. Et c'est pas grave. Tant qu'on remet en question, même si c'est a posteriori, c'est pas grave. C'est qu'au bout d'un moment, ça va être 1 heure après, puis finalement, ça va être 10 minutes après, puis finalement, ça va être 1 minute après, puis finalement, ça va être dans la seconde. Et dans la seconde, on commence à se voir faire les choses, on commence à se sentir faire les choses. C'est-à-dire qu'on commence à sentir nos compulsions qui viennent, on les sent venir, on les connaît, donc on commence à les sentir venir. On voit le conditionnement qui se met en place et on arrive à le stopper à temps. Et après, on se demande vraiment si le comportement qui allait sortir de manière automatique est toujours justifié et utile. Parfois, oui. Pourquoi pas? Parfois, il faut se mettre en colère. Parfois, il y a besoin de ne pas se laisser faire. Ouais, c'est vrai. Parfois, c'est complètement inutile. Donc, c'est une décision après qui devient consciente. Mais on s'est arrêté pour se poser la question. On a stoppé la compulsion et le conditionnement. Donc ensuite, ça devient une construction consciente. Et là, on est en train de gagner quelque chose. Parce qu'on est en train de réfléchir à ce qu'on est en train de faire et on est en train de se regarder les faire. Et c'est à ce moment-là où on va poser un peu un jugement de valeur sur nos propres comportements. Déjà en se demandant si c'est ce qu'on veut montrer aux autres, si c'est ce qu'on veut montrer de soi-même, si c'est la personne qu'on a envie d'être, de faire ou quoi que ce soit. Et puis là, on commence à avancer vraiment. Et là, ça devient intéressant. Alors, tu parles dans ton livre de différents types de compulsions. Il y a les compulsions, par exemple, avec le tabac. Tu parlais tout à l'heure aussi de compulsions d'accumulation.
Là, j'aimerais qu'on parle des compulsions alimentaires que tu mentionnes aussi dans ton livre et qui concernent 9% quand même de la population mondiale. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est particulièrement intéressant. Enfin, en tout cas, moi qui accompagne des personnes avec la naturopathie, c'est quelque chose que je peux rencontrer aussi dans mes consultations. Comment se libérer de ces compulsions alimentaires, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives? Parce que tu expliques dans ton livre qu'il y a 2 types aussi de compulsions. Voilà, est-ce que tu pourrais nous donner tes conseils par rapport à ça? Le truc, c'est que c'est vaste. C'est-à-dire que vraiment là, c'est dans l'alimentation, c'est pourquoi. Déjà, pourquoi est-ce que la compulsion est en place? Ça peut être très ancien. Qu'est-ce qu'on essaye de... On est en train d'essayer de faire quelque chose pour gérer une problématique. Généralement une souffrance qui va venir compenser quelque chose. Donc, ne serait-ce que par exemple, si on est dans une compulsion alimentaire qui entraîne de la prise de poids. Le gras qu'on accumule, il est toujours là pour une bonne raison. C'est-à-dire que dans nos fonctionnements biologiques, le gras a plusieurs fonctions. Donc déjà, c'est de savoir dans quelle fonction on est. Si c'est du gras pour tenir chaud, c'est-à-dire qu'on est sur un manque de quelque chose. Généralement, le manque de chaleur en question, ça sera chez l'être humain plus facilement un manque d'amour. Donc, ou par exemple on a perdu quelqu'un ou quoi que ce soit et cette présence qui manque fait qu'on a un vide qu'on essaye de combler, vous voyez, tu vois c'est encore un autre truc. Il y a un besoin de protection, donc on mange pour accumuler quelque chose parce qu'on a peur d'un manque vital. C'est-à-dire peur de manquer dans l'absolu, voilà. Donc il peut y avoir ce genre de choses. Il va y avoir la graisse qu'on accumule par exemple pour se protéger du monde extérieur. Donc dans ces cas-là, on a besoin d'une compulsion alimentaire pour pouvoir engraisser suffisamment pour pouvoir faire cette couche-là. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'ours, le conflit de l'ours. C'est l'ours, il a besoin pour hiberner, donc c'est les coups durs. Donc il accumule pour pouvoir, au cas où la vie soit pas aussi clémente qu'elle l'est normalement. Donc lui, c'est pour hiberner, nous, c'est pour les coups durs qui peuvent nous arriver. La protection, donc l'ours, il a besoin d'avoir une bonne couche entre la peau et les artères pour éviter les coups de griffe et les coups de morsure, parce que c'est quand même sacré bestiaux. Donc nous, on fait pareil. On met une couche entre nous et le monde extérieur pour pouvoir amortir les coups. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, dans ces cas-là, quelle est la raison pour laquelle on met une compulsion alimentaire en place ? Donc, tant que la compulsion n'a pas disparu, c'est-à-dire que la raison de la compulsion n'a pas disparu, vous pourrez faire tous les régimes que vous voulez, ça a du mal à décrocher, on a du mal à faire lâcher. Pourquoi ? Parce que le cerveau ne veut pas lâcher. C'est cette espèce de sensation où on a l'impression d'avaler 2 feuilles de salade et de prendre 2 kilos quand même. Parce que le cerveau est tellement dans une optique d'accumuler et de conserver et qu'il ne lâchera pas. Il lâchera pas. Donc, ne serait-ce que regarder la vitrine du boulangerie sans même rentrer, on prend 500 grammes. Et ça marche vachement bien. Parce que le cerveau, il a ce truc-là où on dit, non, il y a besoin. On n'a pas envie. L'envie, c'est très conscient. On a envie de quelque chose, on aurait envie d'être mince, on aurait envie de manger équilibré, on aurait envie... Mais... lui, le cerveau, c'est pas en adéquation avec ses besoins. Donc, le décalage qui existe entre l'envie et le besoin est la problématique principale qu'on va rencontrer. C'est-à-dire qu'on a envie et besoin, conscient, inconscient, toutes ces choses-là. Donc cette dualité qu'on va entretenir qui fait qu'on ne va pas forcément lâcher, qu'on ne comprend pas pourquoi. La compulsion reste en place parce qu'on a besoin qu'elle soit en place, parce qu'on n'a pas solutionné le truc qui est derrière. Donc c'est déjà remonté à la cause de la compulsion. On revient toujours à cette idée de pourquoi est-ce qu'on met ça en place, pourquoi est-ce qu'on a fait les choses, pourquoi est-ce qu'on en a besoin. Une fois qu'on a identifié justement cette cause, qu'est-ce que tu préconises? Quels sont tes autres conseils pour se débarrasser de cette compulsion? Alors c'est toujours pareil, quand on fait le pouvoir le non, quand on met c'est pour ça que c'est un vrai pouvoir de réussir à maîtriser le non, c'est que systématiquement on en revient au pourquoi. C'est-à-dire que non, et dire pourquoi est-ce que j'ai mis ça en place, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Pas vraiment, alors c'est qu'il y a quelque chose qui est plus profond, et on commence à creuser. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce qui était compulsif, donc conditionné par rapport à des croyances anciennes, commence à émerger en conscience. Dès l'instant où on a conscience
de ce qui se passe, de la dynamique et de pourquoi, on a un émotionnel qui va se mettre à changer. C'est-à-dire qu'on a une vision du monde qui va évoluer et qui fait qu'on va regarder nos blessures d'une autre manière et d'un autre œil. C'est ce qui permet généralement de reconditionner petit à petit la problématique initiale, le comportement en place initial. Donc on n'est plus dans la même réaction conditionnée, on commence à la faire évoluer petit à petit. Et plus ça avance, plus on s'en détache, plus on comprend pourquoi nos propres fonctionnements, plus ça devient facile de lâcher. C'est-à-dire que si on se dit je suis effectivement dans une compulsion de sécurité par rapport à quelque chose, donc on est dans un besoin compulsif de sécurité et qu'on ne cherche pas à comprendre pourquoi, on ne va pas le régler puisque le cerveau, pour lui, il a toujours besoin de la sécurité puisqu'il n'a toujours pas confiance dans le monde extérieur. Donc ce qu'il va faire, c'est mettre en place tout un tas de protocoles, entre guillemets, pour pouvoir garder la sécurité autour de soi, ce qui est complètement illusoire, mais c'est ses compulsions à lui. Tandis que si on le fait remonter en question, oui, la sécurité, c'était lié à des peurs que j'avais quand j'étais petit ou ce genre de choses. On peut commencer à travailler sur ces peurs-là. Si les peurs s'allègent, le besoin de sécurité va s'alléger, la compulsion va s'alléger aussi. Il y a peut-être des peurs qui sont aussi inconscientes ou qui nous viennent de nos ancêtres, etc. On a de toute façon une constante transgénérationnelle, oui, on a une constante familiale, on a tout un tas de choses qui vont jouer, oui, absolument. Donc mais ça fait partie de notre bagage, c'est-à-dire que quand on vient, nous, dans cette vie-là, effectivement, on hérite de tout un tas de choses, mais ces choses-là vont s'exprimer dans notre biographie personnelle. Donc, on a juste à retrouver dans la biographie personnelle les occurrences de ces informations-là, et on a juste à travailler sur ces occurrences-là pour réussir à comprendre notre interprétation, parce qu'encore une fois, c'est pas la réalité de l'information dont on a hérité, c'est ce qu'on croit que cette information est, et comment on va l'exprimer dans nos vies qui aura une importance. C'est la grande différence. Et donc, ce que tu expliques et ce que je comprends, c'est que c'est vraiment quelque chose qui prend du temps, c'est un processus, on ne peut pas se libérer comme ça de ces compulsions. Alors, les petites compulsions, ça va aller relativement vite, mais généralement, c'est vrai qu'on a une espèce aussi d'effet un peu de domino ou un effet pyramidal. Si on en retire une, il y en a peut-être une en dessous, puis peut-être deux, puis peut-être que quelque chose. Mais petit à petit, ça devient un exercice, c'est-à-dire que c'est quelque chose, dès l'instant où on se met à vivre en conscience, au début, on rame. Ne serait-ce que pour le petit truc, on rame parce qu'on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à faire le lien. On la lâche pas comme ça, on n'est pas encore... Puis ça va de plus en plus vite, on commence à être de plus en plus réactif aux choses, de plus en plus à remettre en question les choses. Et ça devient de plus en plus facile parce que on voit nos structures, on voit nos propres fonctionnements, on voit comment on commence à se connaître et à comprendre comment on réagit en disant non, ça c'est encore mon vieux machin qui ressort, ah ouais, ça c'est aussi lié à ça, d'accord. Et puis on voit cette structure qui se déroule petit à petit et là ça commence à accélérer et petit à petit ça va aller de plus en plus vite. Est-ce que pour toi, on peut se libérer de ces compulsions par la lecture du livre seul, ou est-ce qu'on a besoin d'être accompagné ? Déjà, dans le livre, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de protocoles qui sont donnés à la fin, dans la deuxième partie, pour pouvoir faire énormément de choses seul. Après, effectivement, si on bute sur quelque chose, sur un gros morceau, parfois il y a des vrais gros morceaux. Alors ouais, il faut peut-être un œil extérieur pour pouvoir décortiquer un peu les compulsions, décortiquer les structures pour voir ce qui se passe exactement et arriver à comprendre ces dynamiques-là où on n'a pas forcément... C'est vrai, quand on a le nez collé dessus, c'est parfois un peu plus difficile à voir. Ouais, c'est vrai. Mais pour énormément de choses, les compulsions d'accumulation, d'addiction même à la cigarette ou ce genre de choses, où il y a une grosse partie sur le tabagisme là-dedans, ouais, ça marche très bien. D'ailleurs, dans ton travail de thérapeute, quels sont les types de compulsions que tu vois le plus ? Nos propres folies, c'est ça le truc, c'est que nos propres folies, elles sont toutes individuelles. Elles sont toutes individuelles. Dans la manière de s'exprimer, c'est des croyances, donc elles appartiennent à chacun. Mais généralement, ouais, c'est des compulsions qui vont être liées à des incomplétudes, c'est-à-dire la peur de ne pas être assez quelque chose, la peur de ne pas être assez fort, assez grand, assez intelligent, assez je sais pas quoi. Et généralement, le plus marrant, le plus étrange, c'est qu'on est juste dans une peur de pas assez.
sans réussir à définir quoi. Et c'est un peu le drame de beaucoup de personnes qui souffrent de quelque chose sans savoir de quoi, parce qu'on leur a pas dit ce qu'ils n'étaient pas assez. On leur a juste dit qu'ils n'étaient pas assez, point barre. Il y a une espèce de recherche, c'est le problème de l'incomplétude, c'est-à-dire que quand la compulsion ou l'addiction vient en fait remplir un vide, on est en train de pelleter des tas de trucs à l'intérieur d'un trou qui se remplit jamais parce qu'il est lié à une incomplétude. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, ouais. C'est plus difficile parce que tant qu'on n'en a pas conscience, tant qu'on n'a pas compris ce qu'on est en train de faire, on n'a pas compris l'inutilité de l'opération. C'est le principe d'un vide qu'on a en soi. Le principe du vide, c'est d'être vide. Donc ça ne se remplit pas un vide. C'est l'existence du vide et de voir d'où il vient pour qu'il n'ait plus de raison d'être. C'est la grande différence. Combler un vide, c'est de la folie furieuse. Et bon, vu qu'on est tous fous, on peut essayer en tout cas. Et ça marche pas généralement. C'est ça, d'où l'utilité de s'apercevoir justement de tout ça, d'oser aussi, c'est un acte aussi de courage en fait, de se dire bon je vais aller creuser. On fait face à nos propres peurs, donc dès l'instant où tu fais face à tes propres peurs, ça demande une dose de courage, dose de remise en question, ça demande à remettre une partie de nous-mêmes en perspective, quitte à s'en débarrasser. Donc c'est généralement, là on est dans des peurs qui vont être liées à la mort de l'ego. La peur de la mort de l'ego, c'est quelque chose d'assez terrible parce que c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose de concret. On a peur de remettre en question nos propres structures parce que ça voudrait dire qu'on remet en question des pans entiers de notre existence, ce qui est pas forcément confortable, mais nécessaire pour avancer dans la vie. Et pour être plus heureux aussi. Et pour être plus heureux aussi au final, ouais, c'est vrai. Donc on arrive déjà à la fin de cet épisode. Je vous conseille évidemment la lecture du nouveau livre de Sébastien Cazodor, Le pouvoir du non, maîtriser l'art du refus pour se libérer des addictions. C'est aux éditions JMG, collection Mutation. Et puis si vous voulez prendre rendez-vous avec Sébastien, il va vous laisser ses coordonnées. Je te remercie en tout cas. Donc moi c'est effectivement toujours disponible, que ce soit au travers du site internet centre-devas, devas.fr ou directement sur internet Sébastien Cazodor. Et puis on peut retrouver tes nombreux livres, puisque là on avait fait un épisode sur les visions chamaniques, mais tu en as écrit aussi beaucoup d'autres. Celui-là c'est le 15e. Voilà. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-6boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.